Arriba los pobres del mundo, del bien los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas Que oprimen al proletario, Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. agrupémonos todos en la lucha final. Y se alcen los pueblos por la Internacional. agrupémonos todos En la lucha final. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. el día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. Los odios que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hace pocos días, las y los trabajadores del mundo conmemoramos nuestro día, el Día Internacional de la Clase Obrera. Hubo distintas iniciativas, todas cruzadas por la pandemia. Fue un 1 de mayo muy especial, pero no por ello menos importante, porque en todo el mundo se expresaron los reclamos de las y los trabajadores. Hubo desde aplausos desde los balcones, algunas marchas con separación y barbijos, también muchos programas y actos aprovechando las redes sociales. La Liga Internacional Socialista no fue la excepción. Además de infinidad de acciones y de emisiones en los distintos países que componen nuestra organización, realizamos también un programa especial donde participaron compañeros y compañeras de 26 países, hablando 14 lenguas y estando representados los 5 continentes. Otra fecha muy importante de esta semana que pasó fue el 5 de mayo. Se cumplieron 202 años del nacimiento de Carlos Marx, teórico y militante, fundador del socialismo científico, de la Primera Internacional y de un movimiento que a lo largo de estos 2 siglos no ha dejado de crecer y de demostrar que el capitalismo no va más y que la única salida para la humanidad es otro tipo de sociedad igualitaria, sin explotación del hombre por el hombre, el socialismo. Las cifras que nos está dejando la pandemia, que se declaró el 11 de marzo y que ya dentro de pocos días va a cumplir 2 meses, no dejan de ser aterradores. En el mundo, al día de hoy, datos oficiales que, como ya hemos dicho muchas veces, reflejan una mínima parte de la realidad, ya habría 3.665.139 infectados y 257.547 fallecimientos. Los países que encabezan esto son los países llamados del primer mundo, nosotros les decimos imperialistas. En Europa,
ya habría 1.600.000 infectados y 150.000 muertes. En Estados Unidos, 1.205.000 infectados y 72.000 muertes. Pero ojo, ellos encabezan el ranking, pero está empezando a entrar en los países subdesarrollados, semicoloniales, en los países pobres, en los continentes pobres. En América Latina ya existen cerca de 300.000 infectados y 14.000, casi 15.000 fallecimientos. Y esto está recién empezando. En América Latina el ranking lo encabeza Brasil, seguido por Ecuador y Perú. En los grandes países, ya Inglaterra superó a Italia y a España, pero el premio mayor se lo lleva Estados Unidos. Estos son algunos de los datos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de cómo afecta este virus mayoritariamente a los trabajadores y a los sectores populares, que son los más afectados. Pero tenemos que hablar también de otras cifras, de los millones de desocupados, de los salarios congelados que se cuentan también por decenas y decenas de millones, de las rebajas salariales y de la enorme masa de trabajadores informales que están directamente a la deriva. Por supuesto, los ricos intentan que esta enorme crisis se descargue sobre los mismos de siempre, sobre los que más sufren los problemas de salud, sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre los sectores más pobres de la sociedad. Los estados han salido a meter cantidades astronómicas de dinero, pero no van a los que más lo necesitan, sino a salvar a los bancos, a las empresas, a las corporaciones. Por eso, frente a todo esto se impone que los trabajadores, las trabajadoras nos empecemos a organizar para levantar y luchar por un programa alternativo para defender nuestros intereses frente a lo que se avecina como una catástrofe que recién comienza. El problema de la deuda está en discusión en todo el mundo. En el África empieza a tener una fuerza enorme, un movimiento que ya no solo abarca tal o cual país, sino casi a todo el continente, exigiendo la anulación completa de las deudas. Y digo esto anulación porque hay distintas propuestas en todo el mundo para engañar al movimiento de masas hablando de postergaciones de pago, algunas quitas, pero para seguir pagando. En el África, donde se deben 540.000 millones de euros tomado del continente de conjunto, y que esto implica para la mayoría de los países, algunos más, otros menos, casi el 30% de sus presupuestos anuales destinados a pagar intereses de la deuda, muy superior a lo que destinan, por ejemplo, para salud. Este movimiento está creciendo precisamente porque son más y más los trabajadores, los sectores populares que les reclaman a las direcciones sindicales, políticas, a sus gobiernos, terminar con este flagelo para que todo el dinero se destine directamente a salud y a lo que se necesita para evitar que en este continente se produzca una de las mayores tragedias. Algo similar pasa con Latinoamérica, porque Latinoamérica es el otro continente más afectado por la deuda. Ambos continentes trabajan y tienen sus recursos a partir de la venta de materias primas, en un mundo donde prácticamente el comercio se ha paralizado, donde se han derrumbado los precios y por lo tanto todos los problemas se han agudizado. Por eso nosotros desde acá levantamos con claridad el no pago unilateral soberano de todos los países y la necesidad, tanto en África como en Latinoamérica, de la unidad en un gran frente de deudores para decir no al pago de la deuda externa. Ojo, hay varios integrantes y componentes dentro de las deudas. Por un lado están las deudas con los organismos internacionales, que son un poquito de las que más se está hablando y donde se habla de alguna quita y algún beneficio, pero no es el único componente de las deudas de los países. Existe una gran cantidad, una masa enorme de dinero de endeudamiento entre países, que tiene a China como el principal acreedor. Y también existe un gran porcentaje de la deuda con sectores privados. De lo que se trata es de eliminar todas esas deudas y que todos nuestros recursos se destinen completamente a las necesidades del pueblo trabajador, sin ninguna injerencia ni del Fondo Monetario Internacional, ni de países acreedores, ni de fondos buitres, a los cuales hay que mandar a donde ya sabemos y a donde cada uno se le ocurra para que todo el dinero se quede en nuestros países y atienda las necesidades del pueblo trabajador. Hace 6 meses el mundo se vio conmocionado por una serie de rebeliones y revoluciones. En Latinoamérica podemos recordar Ecuador, Chile, pero hubo otras. En Francia, los trabajadores protagonizaron una huelga histórica. Y en el Medio Oriente, una serie de países
se levantaron contra los gobiernos y los regímenes opresores. Una de esas rebeliones, tal vez la más importante del Medio Oriente, fue la del pueblo libanés, que se levantó y no ha dejado de luchar desde aquel momento hasta hoy. Aunque, por supuesto, la pandemia y la obligación de la cuarentena hizo que durante un mes y pico, los trabajadores y los jóvenes abandonaran las calles. Pero el 20 de abril se produjo un nuevo levantamiento, tal vez superior al anterior, con síntomas de hartazgo muy superior, porque ya no solo se sumaron los problemas del pasado, sino también el hambre y la miseria al cual han llevado gobernantes que sin escrúpulos no han tomado ninguna medida para contener a los trabajadores y los sectores que no tienen prácticamente ninguna forma de subsistencia. El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo. Con 4 millones de habitantes tiene una deuda de 76.000 millones de euros, casi el 160% de su PBI. Esto la convierte en una deuda prácticamente impagable, pero el régimen de 6 partidos que desde la guerra civil a hoy se turnan en el poder para seguir garantizando las ganancias para ellos, porque además de gobernar son los dueños de los principales recursos económicos del país, han seguido pagando religiosamente a costa del hambre, del sufrimiento y de un pueblo que no tiene prácticamente infraestructura, no tiene transporte, no tiene cloaca, no tiene agua potable, no tiene tratamiento de la basura y encima no tiene ningún tipo de asistencia social para enfrentar la cuarentena, para darle a los trabajadores y sectores populares que no pueden salir a trabajar la posibilidad de que subsistan. Frente a todo esto se han levantado y hay una consigna que la decía la hermana del primer fallecido, porque la única respuesta a lo que no ha sido la represión, que se está transformando en un símbolo en todo el país. Solo queremos pan, es muy simple, pero nos lo han robado todo. Con esta consigna, la rebelión que arrancó en Trípoli se está extendiendo a todo el país. Y es una señal para todos los gobernantes del mundo, para todos los gobiernos capitalistas del mundo, para el imperialismo. Está empezando una rebelión que no solo se va a quedar en las fronteras del Líbano, sino que se va a extender de país a país en la medida de que quieran que la crisis la paguen los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares. Ahora vamos a presentar una entrevista que le realizamos al compañero Vladimir Susan, dirigente de la Comuna de Francia, de la Liga Internacional Socialista, importante dirigente sindical de la CGT Cultura. Escuchen con atención, porque Francia es uno de los países donde se está incubando un proceso de rebelión que va a impactar a nivel mundial. Hola Vladimir, un gusto enorme poder hablar contigo. Te quería empezar por preguntar cómo ha afectado el virus a la salud del pueblo trabajador. ¿Qué ha hecho el gobierno para enfrentar la pandemia, teniendo en cuenta que Francia, como casi toda Europa y los países impérialistas, son de los más afectados? Bonjour camarades, nous espérons que vous allez tous bien. Pour répondre à Alejandro très directement, la situation en France du point de vue de la crise, d'un point de vue sanitaire, est terrible, terrible. Ce pays est la 6e puissance économique mondiale et nous avons, en réalité, nous sommes confrontés à une situation dramatique. Ce sont aujourd'hui près de 30 000 morts que ce pays doit compter. Je vais aller très rapidement. C'est 14 000 morts dans les hôpitaux, 9 000 morts dans les établissements gériatriques, auxquels il faut rajouter plus de 10 000 morts à domicile. Officiellement, les statistiques disent qu'il y a eu une surmortalité de plus 25% par rapport à 2019, déjà. Donc une situation sanitaire dramatique et surtout qui ne peut que nous frapper par la gestion de la crise par le gouvernement. Un gouvernement qui, depuis le mois de décembre, est averti, est informé du développement de l'épidémie et qui n'a rien fait pour préparer, anticiper
et faire en sorte que la population ne soit pas aussi durement frappée qu'elle l'est aujourd'hui. C'est donc une situation vraiment incroyable que vit ce pays. Des hôpitaux qui sont saturés, des services notamment de réanimation qui sont complètement débordés, un personnel hospitalier qui fait face avec beaucoup de courage à une situation pour laquelle il n'était pas préparé. Ce sont en réalité des faits qui ne peuvent ici qu'interpeller la population, une population qui est vraiment très en colère, voire même furieuse contre le gouvernement et la manière dont a été gérée cette crise. Vladimir, contanos cómo es la situación económica que afecta hoy a los trabajadores en Francia. Estamos viendo cosas tremendas. En Estados Unidos, cerca de 30 millones de desocupados, y se habla de cifras similares o superiores en toda Europa. ¿Cómo es la situación de la economía de los de abajo, de los y las trabajadoras en Francia? Là encore, bien entendu, la crise économique a devancé la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire ne fait qu'approfondir la crise économique, la crise sociale et la crise politique. D'un point de vue économique, des chiffres ont été donnés officiels, des chiffres officiels ont été rendus publics par le gouvernement aujourd'hui même concernant le chômage au mois de mars. Ces chiffres mettent en avant une augmentation de plus 7% du nombre de chômeurs sans aucune activité sur le mois de mars. C'est une hausse historique, c'est du jamais vu en France. C'est une augmentation du nombre de chômeurs qui correspond à, sur simplement une quinzaine, qui correspond à la quarantaine depuis le 17 mars jusqu'à fin mars, ce sont plus 300 000 chômeurs officiellement sans aucune activité qui ont été recensés par le gouvernement. Ce sont notamment de nouveaux chômeurs qui sont des travailleurs précaires, des intérimaires et des salariés qui sont en contrat à durée déterminée, qui aujourd'hui n'ont plus de travail et donc sont inscrits comme chômeurs depuis maintenant 3 semaines. La situation est celle-ci. La population active en France est de 26 millions de travailleurs. Sur les 26 millions de travailleurs, il y a 5 millions de fonctionnaires. 6 millions de chômeurs officiellement. Officiellement 6 millions. Nous pensons en réalité que le chiffre de 8 à 9 millions est le plus réel. Mais les chiffres officiels disent 6 millions de chômeurs. Ça fait donc le secteur privé, 15 millions de travailleurs évoluent dans le secteur privé. Aujourd'hui, 70% des travailleurs du secteur privé sont placés en chômage partiel. C'est-à-dire que l'indemnisation et les aides de l'État correspondent pour le moment à un paiement de 86% seulement des salaires qui étaient les leurs avant la crise sanitaire. Il y a donc 10,5 millions de travailleurs du secteur privé sur les 15 millions qui aujourd'hui sont en chômage partiel. Le chômage aujourd'hui fait que en France, plus de 5,5 millions de personnes bénéficient d'aide alimentaire. 5,5 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. Les minima sociaux, c'est-à-dire le minimum du minimum qui correspond pour une personne seule à 564 €, c'est le revenu de solidarité RSA, revenu de solidarité active. Le RSA a été augmenté de manière extraordinaire pour aider la population qui est dans la misère, a été augmenté de 150 € par personne et de 100 € en plus par enfant à charge. Nous avons donc en France un des pays les plus riches du monde. Nous avons
pas loin de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et dont on sait que ce chiffre ne va faire que croître dans les prochaines semaines et les prochains mois. La crise économique en France est incroyable. Les annonces gouvernementales mettent en avant et le gouvernement prévoit une baisse du produit intérieur brut d'au moins 8% pour l'année 2020. 8% de baisse du produit intérieur brut. C'est donc une crise économique majeure qui frappe la France, mais qui va continuer à accentuer encore les inégalités sociales, mais surtout la misère. En muchos países ha comenzado a haber una resistencia, en primer lugar de los trabajadores de la salud, que salen a reclamar por sus condiciones de salubridad, por su seguridad, pero también ya hay muestras de luchas y de enfrentamientos con los regímenes y los gobiernos por el tema de despidos, suspensiones, rebajas salariales. En Francia hemos escuchado también que ha habido revueltas en algunos barrios. ¿Cuál es la situación de la clase obrera francesa, de los sectores populares? Pour commencer, la situation dans le secteur hospitalier, je le disais tout à l'heure, c'est une situation qui est dramatique. Les personnels hospitaliers, qu'ils soient infirmières, aides-soignants ou docteurs, font face à une crise sans précédent et ne sont munis d'aucun outil, d'aucune arme pour se défendre et pour faire face à l'épidémie. Comme dans tous les pays du monde, vous avez certainement pu voir les images de ce qu'est la réalité aujourd'hui de l'hôpital public en France. Il manque des lits, il n'y a pas de masques, il n'y a pas d'équipement de protection individuelle, de blouse, de charlotte pour les cheveux. Il n'y a rien. Aujourd'hui, le personnel hospitalier, et alors, la réalité me pousse à le dire, les coupes budgétaires, les suppressions d'emplois, les fermetures d'hôpitaux, la privatisation des hôpitaux et de la santé publique nous amènent aujourd'hui à la situation dramatique que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, les personnels hospitaliers font face à la pire des situations sans aucune arme. Ils sont nus face à la pandémie. Ils ne peuvent aujourd'hui que constater les dégâts de ce qu'a été cette politique. Alors personne ne les a entendus, les personnels hospitaliers. Depuis des années, ils manifestent. Depuis des années, ils tirent la sonnette d'alarme pour dire « vous comptez l'argent, nous comptons les morts ». Et malheureusement, de manière vraiment terrible, les slogans qui étaient ceux des manifestations des années précédentes, aujourd'hui, prennent forme et nous les voyons. Le personnel hospitalier, médecins, infirmières, aides-soignantes, brancardiers sont furieux contre ce gouvernement, furieux. Nombre d'entre eux d'ailleurs ont déjà lancé des procédures judiciaires, juridiques, contre les principaux décideurs, contre les ministres, contre le Premier ministre, pour les accuser de non-assistance à personne en danger notamment. Il y a aujourd'hui 26 plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République mettant en cause le Premier ministre et le ministre de la Santé. Aujourd'hui, la lutte des classes en France, comme partout dans le monde, même si le gouvernement tente de l'étouffer à travers ses interdictions de pouvoir se rassembler ou manifester, la lutte des classes est frappante et criante, tellement la politique du gouvernement est une politique qui vient, rajouter encore des difficultés à celles que nous connaissions déjà. C'est une politique faite pour les riches, une politique faite pour les entreprises, une politique faite pour les patrons, et il n'y a rien de prévu pour les travailleurs. Rien de prévu pour les travailleurs. Je le disais tout à l'heure,
l'explosion des besoins en aide alimentaire, de l'aide alimentaire, fait que nous voyons dans les villes ouvrières populaires, notamment dans le nord de Paris, des queues pour pouvoir obtenir des sacs d'aide alimentaire de plus de 1 kilomètre. Des milliers de personnes se déplacent pour pouvoir récupérer un petit peu de quoi manger. C'est aujourd'hui une réalité sociale évidente. Il y a la répression également. Et la répression policière existe depuis des années en France, comme partout, mais en France particulièrement, on l'a vu avec les manifestations contre la casse du Code du travail, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Aujourd'hui, elle prend encore une dimension différente. Le confinement fait qu'il n'y a plus personne dans les rues, ou très peu de monde dans les rues. La police fait ce qu'elle veut. La répression est terrible, terrible. Personne pour voir comment la police agit, comment la police réprime, notamment dans les quartiers populaires. Et ce qui se passe depuis maintenant 2 semaines, c'est une police qui harcèle la population dans les villes ouvrières et dans les quartiers ouvriers. Vous avez pu entendre qu'il y a eu des actes terribles de la police contre des jeunes. Il y a environ 2 semaines, le 18 avril, un jeune a été, entre guillemets, arrêté par la police parce qu'il faisait de la moto de manière comme un rodéo. Peu importe. Ce jeune-là a été agressé, est parti à l'hôpital gravement blessé, a failli perdre une jambe. Ça a été le début, une traînée de poudre, le début d'une contestation terrible dans les quartiers populaires. Je pourrais vous citer, bien sûr, la banlieue de Paris, la périphérie de Paris, où il y a eu des affrontements. Pendant plusieurs nuits d'affilée, pendant 5 nuits d'affilée, des affrontements entre les jeunes et la police qui n'a qu'une réponse à la situation, la répression, que ce soit à Villeneuve-la-Garenne, à Nanterre, à Aulnay-sous-Bois, à Saint-Denis, Fontenay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Gennevilliers, Aigli, La Courneuve, Saint-Denis, Champigny, Créteil, Évry, Villiers-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, pardon. Mais c'est la totalité de la banlieue parisienne qui est aujourd'hui concernée par cette répression et concernée également par les affrontements qui ont lieu parce que le confinement, justement, c'est la répression. La seule réponse de l'État pour aider les quartiers populaires, c'est la répression, c'est les coups de bâton. Mais ça ne se limite pas à Paris et à la région parisienne. C'est toute la France et tous les quartiers populaires qui sont concernés. Je pourrais vous citer Rouen, je pourrais vous citer Lille, Mantes-la-Jolie, etc., Toulouse. Toutes les banlieues des grandes villes en France sont concernées par ces mouvements spontanés de refus de la jeunesse d'être soumise à une répression aveugle de la part de l'appareil répressif de l'État et de sa police. Encore avant-hier soir, un jeune qui a été accusé de vol, mais peu importe, s'est vu frappé par la police, insulté par la police, des insultes les pires qui nous ramènent aux heures les plus sombres de l'histoire de France, notamment ce qu'a été le rapport pendant la guerre d'Algérie. Les photos, les vidéos sont nombreuses. Elles tournent sur les réseaux sociaux et elles poussent le gouvernement et le ministre de l'Intérieur Castaner à dénoncer une police qui n'est pas une police républicaine, une police raciste, une police violente. C'est la situation aujourd'hui qui est celle d'une ultra-majorité de la population en France. Subir le confinement, subir la crise économique,
subir le chômage, la misère, mais subir également la répression policière. Partout, partout. Vladimir, la Unión Europea viene de mal en peor. El Brexit y ahora peleas intestinas tremendas entre los miembros más poderosos por ver qué se hace para afrontar la enorme crisis que afecta a toda la Unión, pero sobre todo a los países más débiles. Una es la posición de Alemania, otra es la posición de Francia. No se ponen de acuerdo, no se han podido de acuerdo. Esto es algo sintomático de estos tiempos, porque el imperialismo en el 2008 intentó actuar de manera unificada alrededor del G20 y hoy en día lo que prima es un sálvese quien pueda. ¿Cómo ves vos la situación de la Unión Europea hoy? Alejandro, la situation en Europe, pour aller très vite, l'Union européenne est en état de mort cérébrale. L'Union européenne est politiquement en état de mort cérébrale. On le voit avec, par exemple, la situation en Italie, où l'Union européenne, ses institutions ont refusé d'aider l'Italie qui faisait face à une crise comparable à celle que nous connaissons en France, mais sans avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir y répondre. C'est une crise politique majeure qui aujourd'hui affecte l'Union européenne. Il n'y a pas une politique européenne. En réalité, il y a 27 politiques différentes. Il n'y a pas d'accord politique dans le cadre de l'Union européenne sur comment répondre, comment traiter aujourd'hui tant la crise sanitaire que la crise économique qui est en train de se décider et qui est en train de s'approfondir. Il y a d'un côté les pays les plus, comment dire, exigeants d'un point de vue budgétaire comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, qui eux refusent tout plan de relance économique large, puissant, fort, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas à aider les pays plus petits qui seraient de mauvais élèves de ce qu'est la politique de rigueur, d'austérité, la politique, en réalité une politique de casse des droits sociaux, des politiques sociales, qui sont celles dont peuvent se prévaloir aujourd'hui les peuples européens. Tout pour le capitalisme, tout pour les profits, tout pour maintenir les profits des capitalistes, rien pour les peuples. Et ça crée une crise sans précédent en Europe, d'un point de vue politique. Tout le monde se pose la question, mais à quoi sert l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne, ses institutions, ses traités sont protecteurs pour les populations? Non, elles ne le sont pas. Et nous en avons aujourd'hui la preuve. S'il s'agit pour l'Union européenne d'injecter des milliers de milliards d'euros dans l'économie pour essayer de faire face, du point de vue capitaliste, à la crise qui est aujourd'hui réelle, eh bien, camarades, la population ne s'en aperçoit pas. La population ne le sait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de chômeurs, la misère, les besoins en aide alimentaire, la répression contre les classes populaires, tout ça est une réalité sociale, une réalité économique, mais aussi une réalité politique. À quoi sert l'Union européenne? À rien. Elle sert aux capitalistes, elle sert aux entreprises, aux multinationales, mais pas à la population. Donc, aujourd'hui, la crise politique est majeure. Je le dis, je le répète, l'Union européenne est en état de mort cérébrale, de mort politique. De mort politique. Il n'arrive pas à, entre capitalistes, bien entendu, les affrontements sont tels entre eux qu'ils n'arrivent pas à trouver d'accord pour relancer ou atténuer les chocs qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. Hay un debate a nivel mundial sobre
¿qué mundo encontraremos una vez que se termine las cuarentenas, que la pandemia afloje un poco? Se han combinado dos crisis tremendas, una crisis sanitaria como no se veía hace 100 años, con una crisis económica también histórica como la que no se veía desde la época de la gran recesión en el 30, que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Ese debate es un debate muy importante. Los reformistas hablan de un mundo donde se va a terminar con el neoliberalismo y aparentemente se iría a un capitalismo más bueno, más humanizado. Nosotros creemos completamente lo opuesto, que aquel problema no es el neoliberalismo, aquel problema es el capitalismo y como tal, esta crisis puede generar más lucha de clases y también la posibilidad de que un sector de los trabajadores avance hacia la izquierda y se replantee los problemas sistémicos que nos han traído hasta aquí. Ya el Líbano es una expresión de cómo la rebelión, que ya venía de hace un tiempo, se tiende a profundizar y posiblemente veamos más expresiones de ese tipo. Nosotros estamos convencidos de que vamos a un mundo donde las rebeliones, las revoluciones, las crisis van a ser algo constante, donde se va a abrir una gran oportunidad para construir alternativas para enfrentar esta situación. Quisiera saber cómo ves vos la situación desde Francia, que como siempre decimos, y ya dijimos antes, es un país clave desde el punto de vista de la lucha de clases, de la conciencia de los trabajadores y también de las posibilidades de surgimiento de alternativas revolucionarias. Nous, camarades, nous souscrivons complètement à votre analyse de la situation. Oui, le système capitaliste est en crise majeure. Oui, ce n'est pas la crise du néolibéralisme, mais bien la crise du capitalisme. Et oui, cette crise va ouvrir une situation nouvelle. Toutes les réponses qui sont celles du gouvernement français, des gouvernements en Europe, à cette crise sanitaire, à la crise économique, sont des réponses de capitalistes pour essayer de soigner un capitalisme malade. Toutes les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques qui sont comprises par la population comme étant des politiques favorisant les capitalistes et uniquement les capitalistes. Pas autre chose. Les peuples, la population, ils s'en moquent. Ils n'en ont rien à faire. Et ça, c'est un sentiment qui progresse de manière vertigineuse dans la population. L'état de la santé publique, l'état de l'hôpital public, les milliards d'euros qui sont ouverts et qui sont donnés aux grandes entreprises et aux patrons pour maintenir leur taux de profit, pour maintenir leurs profits. Tout le monde sait que cela se fait contre leurs propres intérêts à eux, contre les intérêts des travailleurs, de leurs familles, les intérêts de chacun. Et cette gestion est une gestion qui, aujourd'hui, frappe et interpelle une ultra-majorité de la population. Tout pour les riches, tout pour les capitalistes, tout pour les entreprises, rien pour les travailleurs, rien pour leurs familles, rien pour la classe ouvrière. Cela ne peut que renforcer encore ce sentiment de lutte des classes inévitable, camarades, inévitable. D'autant que, qu'ils soient bourgeois, réformistes, social-démocrates, staliniens, les partis politiques principaux en France sont aujourd'hui déconsidérés par la population, qui estime que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui en France, c'est à cause d'eux, c'est à cause de leur politique, c'est à cause de l'Union européenne, où le dogme de la concurrence libre et non faussée est un des éléments qui a favorisé la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a une forte colère aujourd'hui en France, une colère immense qui nous fait dire à nous que nous avons un espace très important, par la lutte des classes, dans la lutte des classes, pour faire en sorte
que les choses changent de manière radicale dans ce pays. Les partis politiques aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils disent le contraire ou pas, sont pieds et poings liés à l'union nationale qui est appelée par Macron. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnalités politiques, de responsables de partis, appellent à un gouvernement d'union nationale. Donc, l'union nationale, derrière qui? Derrière Macron? Pourquoi faire? Pour accentuer encore les souffrances qui sont les nôtres? Ce n'est pas possible. Une chose qui est révélatrice de cette situation, c'est l'annonce du déconfinement, la fin du confinement pour le 11 mai. Rien n'est prêt, camarades. Il n'y a pas de test de dépistage du virus. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Et pourtant, le gouvernement veut que le 11 mai au matin, les travailleurs reprennent le chemin des usines, des chantiers, des entreprises et des services publics. Je le dis tranquillement, de la droite républicaine jusqu'à l'extrême gauche, NPA, Lutte ouvrière, POI, vous regardez sur leur site internet, aucun de ces partis d'opposition n'appelle les travailleurs à la grève générale à partir du 11 mai, date du déconfinement décidé par Emmanuel Macron de manière impérative. La crise sanitaire ne sera pas réglée. Cela va faire 2 mois que nous sommes confinés, 2 mois qu'on prône la distanciation sociale. Mes camarades, comme à Buenos Aires, comme à Santiago, comme à Beyrouth, partout dans le monde, les métros, les trains, les bus, les tramways sont pleins de travailleurs du matin au soir. Il n'y a pas de distanciation sociale. La reprise de l'école pour les enfants à partir du 11 mai est une tragédie. Ce sont des menteurs, des assassins, et tout le monde le sait, et tout le monde le voit. Ce qui veut donc dire que d'un point de vue du développement de la lutte des classes, nous avons un espace immense devant nous. Vladimir, ha sido un placer estar con vos. Te quisiera hacer la última pregunta. ¿Qué le dirías a los compañeros que te están escuchando de la Liga Internacional Socialista y a otros compañeros y compañeras que siguen Panorama Internacional y que están empezando a seguir también las actividades y las propuestas de la Liga Internacional Socialista? Camarades, le processus, la construction, le renforcement de la Ligue internationale socialiste est aujourd'hui primordial, impératif dans le monde entier de nous renforcer, nous structurer, de devenir de plus en plus forts partout, parce que la crise, elle n'a qu'un visage. Nos adversaires n'ont qu'un visage, c'est celui du capitalisme. L'internationale socialiste, la Ligue internationale socialiste est une réponse incontournable pour pouvoir faire en sorte que la situation change et évolue en faveur des travailleurs, en faveur de leurs familles, en faveur des pauvres. Il est donc indispensable en France, comme partout dans le monde, et partout où nous sommes présents et implantés, où la LIS existe et milite, il est important de continuer, d'amplifier encore ce mouvement que nous espérons être un mouvement de fond, une lame de fond qui permettra enfin de développer et affirmer une politique réellement indépendante, une politique de classe, une politique anticapitaliste, une politique en faveur des travailleurs, une politique en faveur du monde. Nous appelons, nous, partout, à renforcer la LIS. C'est aujourd'hui quelque chose
d'essentiel. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves y les recordamos que pueden ver todos los programas que hemos emitido desde la página de la Liga Internacional Socialista y también de que es muy importante que si les gustó el programa lo difundan a través de las redes sociales. Hasta la próxima.